façons de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à notre session d'information du soir. Cela dit, le chef de l'État, le président de la République, a regagné Niamey dans la nuit d'hier à aujourd'hui après des concertations entre les dirigeants de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le chef de l'État malien et le chef du mouvement M5, l'imam Mahmoud Dicko, le président de la République, président en exercice de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est adressé à la presse. Nous le suivons. À cette crise politique, et comme vous le savez, ce n'est pas la première mission de la CEDEAO à Bamako. Déjà, il y a quelques semaines, nous avions eu à envoyer une mission du ministre des Affaires étrangères de cette pays de la CEDEAO. Et après, nous avons envoyé une mission avec à sa tête le médiateur mis en place pour le Mali, l'ancien président du Nigeria, Jonathan. Et pour aller de l'avant encore, nous avons décidé de mettre en place cette mission de 5 chefs d'État qui aujourd'hui donc a fait des rencontres avec tous les acteurs. D'abord avec son Excellence le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, puis avec l'imam Dicko et le M5. Nous avons rencontré également la majorité présidentielle ainsi que la société civile. Dans toutes ces rencontres, l'objectif est de trouver le compromis qui permettra une sortie de crise rapide au Mali. Et je suis optimiste. Je forme l'espoir qu'une solution sera trouvée, mais nous avons décidé de faire un compte rendu à l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO dans le cadre d'un sommet extraordinaire qui est convoqué pour le lundi 26 juillet prochain. Et donc à l'issue de ce sommet-là, je pense que la CEDEAO prendra des mesures fortes pour accompagner le Mali. Monsieur le Président, l'opposition de M5 au sortir de la réunion a affirmé que les lignes n'ont pas bougé. Est-ce que ça veut dire que le compromis recherché n'a pas été trouvé encore aujourd'hui? Je ne désespère pas. Je pense qu'on trouvera le compromis. Comme je vous ai dit, je vous donne rendez-vous le lundi prochain, 26 juillet, à l'occasion du sommet extraordinaire que nous allons convoquer par visioconférence. La CEDEAO prendra des mesures fortes pour contribuer à la sortie de cette crise politique que connaît le Mali. Monsieur le Président, est-ce que le départ du président Ibeka est toujours la ligne rouge de la CEDEAO? Absolument. Le départ du président Ibeka est sans ambiguïté une ligne rouge pour la CEDEAO qui est régie par un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de l'espace CEDEAO. Et ce protocole prévoit qu'il n'y a pas de changement anti-constitutionnel du pouvoir dans tous les pays de l'espace CEDEAO. Faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, alors qu'il a été élu démocratiquement par le peuple malien, serait anti-constitutionnel pour la CEDEAO. Et en ce qui concerne le Premier ministre, c'est bon, merci. On a vraiment besoin. Rappelons que le président Issoufou Mahamadou était accompagné dans son déplacement du ministre des Affaires étrangères Kalla Hankoura et de Mme Hussein Adizatou Yakouba, directrice adjointe du cabinet du président de la République. Suite de la tournée des contacts de proximité du président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Pendes Taraya, aujourd'hui nous vous proposons l'étape de Garanga, Dewouli et Bouza. Suivons Bazoum Mohamed en langue nationale. Zaben ka guda, ƙuri'a ka guda da su ne za a yi amfani. To wannan sai jam'iyya irin tamu wanda ba ta tsoron jama'a, wanda ta san tana da goyon bayan jama'a take iya ta yi shi kuma ta yi shi
cikin abun bai bata mata rai ba, cikin ba a tilasta ba, saboda in muka ga dama muna mu yi abin da muka gani a sauran kasashen Afirka, amma mu ba mu iya mu ga irin wannan damar, saboda mu masu kishin demokrasiya, mu ne muka kawo demokrasiya, mu ne muka gwagwarmaya a yi demokrasiya, mu ne za mu tsarkar da demokrasiyyar mu ne za mu gyara ta, mu ne za mu yi ta ta yanda nan gaba ko wani ya yunkuri ya mai da hannu agogo baya abun ba zai mishi ba insha Allah. Sai ba su rasuwar 'yan tarayya ko gobe. Création des partis politiques, les textes par rapport bien sûr à la création des partis politiques, les textes sont mis par rapport à leur limitation, notamment d'où leur prolifération, même si selon certains cela ne constitue pas un problème. Je vous propose de suivre ce reportage de Abdul Jalil de la télévision Gaskia. Au Niger, la création des partis politiques a été régulée non seulement par la loi fondamentale du pays, mais également la charte des partis politiques. Néanmoins, de ces deux instruments juridiques nationaux, aucun ne fixe de limite quant au nombre à ne pas dépasser. Rien qu'en 2019, le Niger comptait 123 partis politiques légalement reconnus par l'État. Mais pour le sociologue Maman Salima Roufaï, cela n'est pas une fin en soi. Les partis politiques ont pour mission, l'une de leurs missions, c'est de canaliser les revendications des individus et les soumettre au niveau de l'État, ou bien les résoudre au cas où ils participent à la gestion du pouvoir. Donc je crois qu'en soi, ce n'est pas un problème. Le plus souvent, ce sont des grands partis qui créent ces partis pour que lors des discussions pour l'orientation politique du pays, au sein du CNDP ou bien au sein de la CENI, pour qu'il y ait le plus de partis politiques. Vous voyez, à chaque fois, on joue sur le nombre, pas sur le poids réel des partis politiques. Contrairement aux années antérieures, là où ces partis-là sont nés d'une division des anciennes formations politiques, donc le plus souvent ce sont les mêmes acteurs. Cette fois-ci, j'ai remarqué l'émergence d'un certain nombre d'acteurs au sein ou bien à la tête de ces partis politiques. Donc on remarque peut-être un certain renouvellement de la classe politique. J'ai fait allusion à des partis comme Rana, à des partis comme Sabwa, parti de Vara. Donc on constate un certain renouvellement de la classe politique. Et ça, c'est une bonne chose dans le processus électoral. Le nombre pléthorique des partis politiques, synonyme aussi d'une large alliance, encourage le plus souvent la déviance lors du partage du pouvoir. Quand il y a trop de partis politiques, donc en fin de compte, ça donne lieu à des marchandisations du processus électoral. Ça donne lieu, notamment dans nos pays, à des déviances comme la formation de gouvernements pléthoriques. Et ça agit sur le budget de l'État, parce que ce qui se passe souvent, le plus souvent dans les pays africains, on constate que cela est dû donc à cette pléthore de partis politiques. Là, chaque parti ayant participé donc à la conquête du pouvoir, donc il faut le récompenser, sinon vous allez créer une instabilité au sein de la mouvance. Et ça, c'est l'un des inconvénients qu'il faut souligner par rapport à la création de ces partis. Un peu plus loin, les sociologues proposent l'assainissement du milieu politique en faisant appliquer la charte des partis politiques dans toute sa rigueur. Imposer des limites, c'est faire un torsion au processus démocratique qui fait en sorte que les individus ont le droit de s'associer librement. L'un des problèmes, c'est qu'on n'applique pas, par exemple, les dispositions de la charte des partis politiques qui dispose qu'un parti politique doit avoir une représentation au niveau de chaque lieu de région. Ce n'est pas le cas au Niger. Un parti politique doit pouvoir participer à au moins une élection locale. Ce n'est pas le cas pour la plupart des partis politiques. Un parti politique doit avoir une certaine comptabilité financière qui est contrôlée par la Cour des comptes. Ce n'est pas le cas actuellement au Niger. Un parti politique doit être financé par ses membres. Donc la source de financement doit être interne à hauteur de plus de 80%. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir plus de 20% de financement extérieur. Ce n'est pas le cas au Niger. Donc je crois que nous avons une loi qui régit les formations politiques. Appliquons-la. Si on l'applique, on n'a pas besoin de limiter les partis politiques. Ils vont se limiter eux-mêmes.
Parlons d'autres choses à présent, notamment de la préservation des biens publics matériels, bien sûr. Cette préservation nous incombe à tous normalement, mais dans la pratique, cela a du mal à passer. Très souvent, les biens matériels sont quasiment bafouillés. Suivez ce reportage. Pour faire de Niamey la capitale moderne dont l'on a toujours rêvé, plusieurs infrastructures ont été aménagées. La construction des grandes voies goudronnées, des échangeurs, des ronds-points, des espaces publics et des grands immeubles. Il faut reconnaître que Niamey s'est métamorphosé. Mais ces biens publics sont malheureusement saccagés par les habitants de cette ville et cela occasionne plusieurs dégâts et accidents. Quand le piéton refuse d'utiliser le passage piéton, il va utiliser un autre bien. Il va le saccager parce que ce n'est pas réservé à ça et ça va créer un désordre. Au niveau des passerelles, si vous refusez d'utiliser les passerelles, vous allez créer un accident et vous allez les autres matériels mis à la disposition, pas pour le passage des personnes, vous allez les transformer en passage des personnes, alors vous allez les détruire pour faciliter votre passage. C'est les motos, les propriétaires des motos font ça, les propriétaires, les piétons font ça, et même les propriétaires des véhicules font ça. Malgré les efforts consentis par l'État en prenant des mesures pour préserver ces biens publics, une prise de conscience est vivement souhaitée afin de bien entretenir ces infrastructures. L'entretien des biens est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire simplement des autorités municipales. Parce que les autorités municipales déploient énormément de moyens, certes, mais la population doit être une population conscientisée, une population sensibilisée. Et c'est ça l'objet aussi, effectivement, de l'éducation urbaine, sensibiliser la population par rapport à l'usage et à l'entretien des biens publics. Mais si Niamey a véritablement changé, la problématique que vous posez, c'est la pérennisation de ces acquis que nous avons. Ces acquis ne seront d'autres que les biens publics. Nous allons effectivement sensibiliser la population, conscientiser la population pour que la population de Niamey s'approprie de ces biens publics en considérant ces biens publics comme étant leurs propres biens. La conservation des biens publics possède un sentiment de patriotisme qui devrait être observé et mis en œuvre par tous les citoyens dans le cadre de la préservation des biens publics. Toutes nos excuses pour ces petits incidents techniques à propos de cet élément. Cela dit, nous allons parler de la femme et de l'enfant, la ligne de Tambara, notamment de l'allaitement maternel exclusif qui entre dans les habitudes des femmes allaitantes. Une pratique recommandée car bénéfique pour la santé de la mère et de l'enfant. Le constat est fait ici par nos reporters dans la région d'Ottawa. Un des éléments essentiels qui concourent à la croissance des nouveau-nés et nourrissons, scientifiquement démontré, est l'allaitement maternel exclusif. L'État du Niger et l'UNICEF élaborent ensemble des programmes en vue de la promotion de l'allaitement maternel exclusif dans la région d'Ottawa. Les responsables dressent un bilan. Au niveau de la consultation nourrisson, on n'a pas de problème parce qu'on a la fréquentation. Vous avez eu à voir même les femmes comment elles sont et puis surtout ça dépend même des jours. Les lundis, c'est même plus que ça. Donc, à ce niveau, vraiment, on n'a pas de problème. Sur le plan d'allaitement maternel que vous avez soulevé, là aussi, on n'a pas de problème. On fait les séances de sensibilisation. Dieu merci, comme toute population, on a une grande majorité qui a accepté. Donc, vraiment, on n'a pas assez de problèmes. À défaut d'un bilan exhaustif, les responsables du volet nutrition rappellent l'importance de l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel, donc, les meilleurs moyens de fournir une alimentation idéale pour assurer donc la croissance et le développement donc du nourrisson et aussi pour sa bonne santé. Parce qu'il consiste donc à nourrir donc les bébés au sein. Donc, il s'agit ici donc de lait maternel.
Donc, par rapport donc, à l'allaitement maternel exclusif, donc, c'est une pratique qui consiste à donner uniquement donc, au bébé du lait maternel dès sa naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Et il a plusieurs avantages, que ce soit pour l'enfant, pour sa mère, pour toute la famille et même pour la communauté et aussi pour toute la nation. Pour ce qui est des impacts sur la santé et l'état général de l'enfant allaité exclusivement au lait, le témoignage de mère est édifiant. Dès la naissance, je pratique l'allaitement maternel exclusif. Je n'ai jamais eu de difficulté. Mon enfant n'a jamais rencontré de problème de diarrhée ou autre maladie. Chaque mois, Le succès de la promotion de l'allaitement maternel exclusif dépend de l'implication de tous les acteurs concernés. Il s'agit d'abord et avant tout des mères allaitantes et de leurs maris, des agents de santé pour une bonne coordination et enfin de l'apport de l'État et de ses partenaires. Voilà qui me fait à ce journal du soir sur la télévision Tambara. Merci de nous rester fidèles. La suite, bien sûr, d'informations et de nos programmes sur tambara.net et sur YouTube. Très bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.